merci à tous nos intervenants d'être réunis autour de cette table. L'idée était de partager des expériences de tous ces jeunes. Alors, ils sont tous très jeunes, vous l'avez remarqué, pour nous faire partager la façon dont ils ont su fédérer autour de leur projet. Alors, je vais leur demander, comme on a des délais courts, d'essayer de se concentrer sur l'idée directrice qu'ils souhaitent nous faire partager autour de leur projet, en évitant de parler trop des sujets qui nous sont chers, mais qui nécessitent d'être un peu édulcorés aujourd'hui. Alors, on commence par notre star de toutes les télévisions, Isidore de Sainte-Marie, qui a eu droit à 1 heure de reportage en visite privée, c'est ça ? Bon. Un peu moins. Un peu moins. Et Isidore, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le projet autour duquel vous avez réussi à fédérer ? Alors moi, d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup d'être ici, de pouvoir témoigner de mon projet. Je suis rentrée d'Amérique il y a 3 ans, où j'ai vécu 12 ans. Et donc j'avais une idée de la France peut-être un peu cliché. J'avais peut-être une idée étrangère de la France. Et en revenant en France, j'étais assez surprise. Beaucoup de choses avaient changé et certains conseils ou regards, quand j'ai voulu présenter mon projet, reprendre Trousset, étaient très standards en fait. On me proposait vraiment plus une espèce de normalisation de ce que voulaient les gens, de ce qu'on attendait dans le tourisme en France, dans l'accueil, etc. Et moi, j'avais une autre idée. J'avais une idée de l'étranger, de ce que j'avais reçu quand j'étais plus jeune, mon idée du voyage aussi. Du coup, j'ai cherché, en fait, j'ai interrogé, évidemment, j'ai observé mes voisins, j'ai interrogé beaucoup de monuments, et j'ai interrogé beaucoup d'amis étrangers. Alors, c'était assez curieux, parce que certains amis français me disaient, en voyant les tissus braconniers, ou les toiles de Jouy qui étaient à la maison, ou des éléments comme ça qui faisaient partie de moi, de mon idée du pays, me disaient enlève tout ça et mets du beige, du gris, mets des douches à l'italienne, etc. Et les étrangers me disaient mais non, mais laisse tout et ne touche à rien en fait. Donc il y avait vraiment ils voulaient même pas qu'on touche au robinet. Et ils me disaient mais en France on prend des bains, on prend pas des douches en fait. Enfin, il y avait une idée romantique de l'étranger. Et donc moi j'ai essayé de voir là-dedans ce qu'il fallait garder et ce qu'il fallait enlever. Et il y avait beaucoup plus à garder en fait que je n'aurais cru. Donc ça, c'est un point important parce que parfois, on se lance dans des travaux, dans des dépenses, dans des idées. Les travaux, ça donne beaucoup de poussière, beaucoup d'argent, beaucoup d'ennuis, beaucoup de tracas, beaucoup de gens chez vous. Et souvent, on a quand même en France une identité très forte dont on n'est pas assez conscient, même si on en est les plus conscients dans notre patrimoine. Mais je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à vouloir modifier des choses qui ne sont pas forcément nécessaires de modifier complètement. Voilà, donc moi, et en plus, j'avais vécu en Argentine, dans un pays qui était bloqué. Donc le recyclage était le mode de vie et ça m'a beaucoup appris. On ne pouvait pas importer ni exporter, donc c'était voilà, et ça m'a beaucoup aidé en fait dans le projet que j'ai présenté à Trousset. Voilà, c'est essentiellement là-dessus que je voulais insister. Je ne sais pas quel slide serait le plus probant. Enfin là, par exemple, on a gardé les tissus. Après, moi, effectivement, tous les matelas, les literies, évidemment, sont neuves, mais j'aurais pu mettre un décor ancien autour. Il y a pas mal de châteaux qui l'ont fait finalement par ailleurs, mais tout le mobilier était un mobilier qui était dans la maison. De même, donc pour mon projet d'hébergement, de même quand il a fallu un peu modifier pour ce qui est de la visite, les salons du château, finalement, j'ai rendu les choses un peu plus confortables, mais pas tant que ça, parce que quand les gens viennent dans un château, ils viennent pour se dépayser, pour voyager et surtout pour un moment historique. Alors là, c'est un gîte beaucoup plus vintage, où on a gardé le maximum de choses de ce qu'il y avait, et il n'y a même plus de télévision pour tout vous dire, parce qu'en fait les gens, beaucoup de gens en tout cas qui viennent chez moi ne veulent pas de télévision, donc c'est pas toujours un confort et une bonne idée que d'avoir une télévision. Ça peut l'être comme ne pas l'être. Voilà. Ensuite, slide suivant. Voilà, donc ça par exemple c'était juste
pour vous montrer, c'est une salle de bain. Donc les amis, certains amis français en tout cas me suggéraient d'enlever ce tissu, je sais plus quelle maison c'est, enfin ce papier qui est une maison française. Et puis on avait mis, et finalement on l'a pas tellement modifié. On a eu quelques conseils, évidemment ABF, etc. Mais finalement on a fait un mix. Et la salle de bain, à part toutes les robinetteries qui avaient changé et puis d'autres choses, elle n'a pas été complètement modifiée, ce qui a diminué à la fois et les coûts et le temps et la poussière qu'il y aurait eu dans toute la maison, etc. Ensuite, oui, donc voilà. Donc moi, c'est sur ce point que j'insiste un peu, ne pas se laisser impressionner ni par les organismes. Il y a eu des organismes touristiques très importants qui m'ont proposé d'enlever le fait d'être monument historique pour pouvoir faire sauter tous les vitraux anciens et les sols. Donc je pense qu'il peut y avoir vraiment des excès assez étonnants. Enfin moi ça m'a beaucoup surprise en revenant de l'étranger. Donc ne pas se laisser impressionner par tout ce que vous pouvez entendre et que votre projet vous corresponde, que vous sentiez à l'aise avec et avec votre monument. Moi, j'avais donc le souhait que ce soit assez rapide, que Trousset garde son âme. J'avais une expérience du patchwork qui était importante en Amérique latine, enfin dans le recyclage. C'était l'identité que proposait ce patrimoine qui avait été habité par un historien des châteaux de la Loire. Donc l'image était cohérente. Juste pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le personnage et la maison, moi effectivement j'ai eu à la fois une grande aventure médiatique et en même temps ça a été peut-être aussi un peu étouffant ou envahissant dans les derniers mois. Je pense que c'est quand même très important, étant donné qu'on est un peu particulier quand on vit dans un château en France, il faut accepter d'avoir une partie de vous qui va être mise en lumière et qui va être regardée. Effectivement, les touristes viennent beaucoup plus à Trousset aujourd'hui, ils veulent savoir dans quelle chambre je dors, un tas de détails voilà, qui peuvent... Et ça les intéresse souvent beaucoup plus que l'histoire du patrimoine en soi. Je pense qu'il faut l'accepter. C'est évidemment, ce sont des choses à doser. Et moi, je l'ai compris assez vite. On peut en jouer un peu. Il ne faut pas non plus que ce soit complètement envahissant. Il y a des limites à mettre. Notamment, vous pouvez avoir 2 portables. Enfin, il y a un tas de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est très important d'en jouer. Parce que c'est vous qui faites vivre et qui apportez cette correspondance, ce lien, en fait, avec l'autre. Vous êtes une personne contemporaine qui avait une vie tout à fait normale. Vous pouvez voyager, vous pouvez aimer telle ou telle chose, être gourmand de telle ou telle chose, avoir tel ou tel goût, et vous apportez ce lien, parce que vous êtes forcément une personne extraordinaire. Vous faites quelque chose qui n'est pas très ordinaire, qui est curieux et qui interpelle. Donc il faut accepter qu'il y ait ce petit envahissement. Bon, après, il faut évidemment l'évaluer et puis savoir le distancer de temps en temps. Mais je pense que dans l'aventure d'aujourd'hui, contrairement effectivement à la génération de mes parents, qui arrêtaient l'histoire de Trousset en 1880, enfin avant l'histoire de ma famille dans ce monument, il faut accepter que votre vie soit un petit peu envahie. Voilà. Merci beaucoup Isor. Alors une autre expérience, Guillaume Garbe, vous le connaissez, il est déjà souvent venu à notre tribune, il est administrateur de notre association et je crois qu'il va nous faire partager une expérience difficile mais qui l'a enrichi sur le plan humain, qui est comment gérer une situation de crise assez difficile au travers d'une attaque de mérule. Voilà. C'est ça. C'est amusant parce que quand j'entends la réaction de la salle, moi j'ai eu un vocabulaire beaucoup plus fleuri que vous quand je l'ai appris. Mon éducation me fera taire le vocabulaire que j'ai utilisé, mais croyez-moi que c'était autre chose. En fait, en quelques mots, Jean, je te promets, je vais faire court. J'ai acheté donc Carneville avec ma famille il y a maintenant un peu plus de 5 ans, en 2012. C'est un projet dans lequel j'ai pas voulu me lancer bille en tête et sans réfléchir, etc. J'ai quand même voulu m'entourer de différentes personnes compétentes, avocats, notaires, etc. Mais ça n'empêche qu'en 5 ans, je suis passé à peu près par tous les états d'âme et par toutes les différentes prises de conscience de ce que c'est que d'être à la charge d'un monument comme celui-ci.
Là, on voit quelques photos par rapport aux bénévoles. Et ça, s'il y a un point auquel je me suis vraiment rendu compte assez rapidement, c'est que seul, c'est absolument impossible. Déjà, je pense à titre personnel que seul, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt. On n'a pas forcément besoin de 1600 mètres carrés pour être heureux. Hein. Mais on a créé donc cette association des Amis du Château de Carneville, la ACC, qui compte maintenant un peu plus de 100 adhérents à jour de leur cotisation. En 2014, j'ai eu la chance de recevoir le prix Jeune Repreneur par la Demeure Historique, la Fondation des Monuments Historiques, qui était représentée par le duc de Noailles. Et je dois avouer qu'en fait, ça c'était vraiment un basculement dans mon parcours, de prendre conscience que j'étais pas le seul petit Don Quichotte à me battre contre des moulins. Là, je dois vraiment tirer un chapeau bas à la Demeure Historique et pour toute son équipe, puisque ça a été vraiment extrêmement indispensable pour mon moral et pour mes compétences grandissantes dans ce domaine, que de savoir qu'il y a plein de personnes confrontées au même problème que moi, qui sont des personnes qui sont à la fois à l'écoute, mais qui sont aussi de très bons conseils quand on leur demande. Ça, c'est quelque chose qui est assez indispensable. Et ce dont je me suis rendu compte d'important aussi, c'est que lorsqu'on réussit à fédérer un petit peu autour de son monument, ça va pas simplement être du bénévolat, ça va pas simplement être des dotations financières, ça peut être aussi des conseils, des valeurs de conseil. Donc je parlais de la demeure historique, mais par rapport à tous les prestataires qu'on peut avoir dans notre localité, parce qu'il faut pas oublier qu'un château est avant tout ancré dans sa région, dans sa localité. Et ben, vous voyez, là j'ai été confronté il y a peu, comme vous tous, aux feuilles mortes qui tombent. Quand on a un château avec un grand parc, on a beaucoup de feuilles mortes qui tombent. Et au bout d'un moment, on commence à avoir ras-le-bol de notre château à feuilles. J'avais acheté un souffleur, mais bon, vous savez aussi ce que c'est. Passer un coup de souffleur, ramasser des feuilles, et puis le lendemain, un coup de vent remballe tout. Je me suis dit, pourquoi pas acheter un aspirateur à feuilles ? J'ai fait ma petite enquête, j'ai demandé à différents vendeurs, et tous les vendeurs m'ont dit, non, achète pas ça, ça sert à rien, tu vas t'embêter, c'est pas du tout utile. Donc vous voyez, cette valeur de conseil est vraiment importante. Et dans toutes ces épreuves, Jean, tu parlais voilà, qu'on avait un petit problème qui fait 1000 mètres carrés dans le château. On a découvert l'été dernier un champignon. On a lancé un diagnostic historique et ensuite un diagnostic sanitaire du bâtiment. Et il s'avère que sur la maison principale, que vous le reconnaîtrez, qui est quand même assez jolie, donc je trouve, c'est une jolie maison. Donc la maison fait 1600 mètres carrés, mais on se retrouve aujourd'hui avec un champignon qui fait 1000 mètres carrés. Et pas n'importe quel champignon, c'est de la mérule. Alors là, je vais laisser mes notes de côté, je vais vraiment laisser passer la spontanéité. Ce qui est, en fait, dans cette découverte de la mérule, j'ai découvert en deux phases. Première phase, sur la façade sud-ouest, côté cour, c'est-à-dire de l'autre côté de ce que vous voyez sur l'écran. Là, ça atteignait des parties qui n'étaient pas spécialement intéressantes historiquement parlant. Ça a complètement laminé mon moral. Parce que ça faisait 4 ans que j'étais dans cette entreprise, que ma famille était venue, que différents amis s'étaient investis avec moi. Et au bout de ces 4 ans de grands efforts, on a découvert tout ça, et là je me suis vraiment écroulé au point de vue du moral, c'était assez difficile. Et quelques semaines après, de l'autre côté, côté nord-est que vous voyez sur la photo, c'est-à-dire la partie où il y a tous les grands salons qui sont classés monuments historiques, là on a découvert du coup un fruit de champignon dans le grand salon néoclassique qui sortait sous le parquet de Versailles. Et là je me suis dit, ce qui fait la valeur intrinsèque et objective de la maison est clairement atteinte, ses décors intérieurs. Et là, curieusement, en fait, ça m'a remotivé. Et je pense que c'est très important, quand on affronte des épreuves comme celle-ci, de pas du tout tomber dans le pathos et dans le misérabilisme. Ça va pas changer la situation, le champignon, il est là depuis 1999, on a 1000 mètres carrés de champignons, c'est un fait. Par contre, je vais reprendre une phrase que Jean a citée quand on a fait une intervention ensemble à l'Institut national des beaux-arts, une phrase qui dit que tout problème est une opportunité. Et je trouve que pour un optimiste, c'est une phrase qui est vraiment épatante. Parce que certes, on se lance dans un chantier colossal pour le château, mais ça va être l'occasion de repenser tout le circuit électrique, ça va être l'occasion de repenser tout le chauffage, qui est un élément indispensable pour l'entretien de la maison. On va vraiment pouvoir revoir toute la logique de cette maison-là. Et là, vous voyez, pour moi, je trouve que vraiment, bien sûr, on a cette mérule, on a un gros problème, mais en proportionnel de ce gros problème, on a une sacrée opportunité qui s'ouvre. Et ça, franchement, c'est assez incroyable. Et pour rebondir sur ces choses-là, merci au petit applaudissement qui s'est échappé. Bon, là, merci au grand applaudissement général. Et vous voyez, petite expérience intéressante, Journée du patrimoine 2017. Première fois où on ouvre l'intérieur du château. Journée du patrimoine, je vous le rappelle, 16 et 17 septembre. Et on a commencé les travaux de destruction le 18 septembre. Donc c'était l'occasion rêvée pour montrer aux gens, aux visiteurs locaux, le château dans son état 18e. On a eu en 2 jours presque 800 personnes, ce qui est beaucoup pour nous, que le dimanche 540 personnes en visite guidée. Et ce qui est incroyable, c'est que
Les gens étaient venus voir la Mérule et voir un certain misérabilisme, mais ils sont tous repartis avec le sourire jusque-là. De voir toute cette opportunité, toute cette énergie et toute cette dynamique qui se lance derrière le château et derrière ce qu'il affronte. Alors, on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui sont assez incroyables au XXIe siècle. On a les presses locales qui sont indispensables. On a les réseaux sociaux, on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, mais moi je me suis rendu compte à travers mon parcours que c'était extrêmement important. Au tout début, on s'était lancé je m'étais lancé moi sur une petite page Facebook. J'ai dû atteindre à peu près 500 personnes. Vous voyez, on voit très bien le graphique, voilà. Je m'en lance à peu près 500 personnes. Après, honnêtement, c'est extrêmement chronophage. Et puis, j'ai pas forcément les capacités pour entretenir correctement une page Facebook. Donc, vous voyez une morne pleine, comme dirait un certain général, jusqu'en 2017. Ensuite, je me suis entouré, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je me suis entouré d'une collaboratrice qui, elle, a pris à bras-le-corps cette option de communication. Et vous voyez, le boom, on est passé au-dessus des 1500 visiteurs. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir des relais médiatiques extrêmement conséquents, notamment avec un reportage diffusé sur TF1, grand reportage, petite séquence de tournage entre amis juste là, où il nous montrait les rushs. Et là, de nouveau, gros boom médiatique, et donc du coup, impact sur les réseaux sociaux. Ensuite, reportage des Racines et des Ailes, encore une fois un impact, et encore une fois un boom. Et résultat, là, on va dire en 1 an et demi d'activité vraiment sur les réseaux sociaux, on est passé de 500 personnes à presque 2500 personnes. Et je me suis mesuré aussi de l'impact de ces réseaux sociaux par rapport aux visiteurs. Chaque fois que quelqu'un passe les grilles du château, je lui demande comment il a su qu'on était ouvert et d'où il vient. Mais en fait, la marge des réseaux sociaux est absolument monumentale. Ça, c'est quelque chose que je ne mesurais absolument pas. C'est monumental. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est gratuit. C'est un point à prendre en compte. On est tous tenus par les mêmes choses, budget et passion du monument. Il faut réussir à lier les deux. Et les réseaux sociaux, je pense que c'est l'un de ses plus grands atouts, c'est la gratuité. Alors je vous disais aussi tout à l'heure que je me suis entouré de ma collaboratrice, que vous voyez juste derrière, là sur la photo, si vous voulez revenir dessus. Hop, celle d'avant. Encore avant. C'était, voilà, hop, la petite tête blonde qui est juste derrière. En fait, quand le château, on a découvert la Mérule, quand on a été un petit peu envahi par les visiteurs, parce qu'on n'a pas du tout maîtrisé l'impact de communication qu'on pouvait avoir derrière tout ça, avec ma mère, on portait tous les deux le projet, et là, on a complètement été submergés. Donc on avait 2 choix, soit on ralentissait les dynamiques du château, pour tout simplement rester dans un cadre familial, soit on prenait vraiment la vision professionnelle. Donc le premier des points, c'est la découverte de la Mérule. Les travaux sont estimés entre 600 000 et 700 000 euros, j'ai pas du tout les moyens pour ça. Donc la maison doit participer à ces dépenses. Et puis aussi la rencontre donc avec Marie, qui elle est venue avec tous ses savoir-faire. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est devenu très important. C'est que, oui bien sûr, il y a un projet, il y a une ligne directrice du projet, il y a un porteur de projet, mais comme je disais tout à l'heure, seul c'est impossible d'y arriver. Et donc il faut savoir s'entourer des personnes qui ont chacune leurs compétences. Moi la communication, je la maîtrise un petit peu, c'est pas du tout mon point fort. Voilà, Marie a pris le relais sur ces choses-là. Tout à l'heure, il y a un petit slide qui est passé sur la campagne de financement participatif. Ça fait partie des outils dont on a la chance de bénéficier au XXIe siècle. Vous vous rendez compte qu'en à peu près 1 mois et demi, 280 personnes nous ont donné 23 277 euros. 23 277 euros qui sont arrivés, entre guillemets comme par magie, pour le soutien du château. Vous vous rendez compte de l'impact que c'est? Financièrement, bien sûr, mais aussi humainement. Ce qui est intéressant de voir, c'est tous les commentaires qui se lient avec ces 23 277 euros, parce qu'il y a des gens qui donnent 5 euros, 50 euros, 300 euros, 1000 euros. Mais ce que je retiens vraiment, c'est l'un des dons de 50 euros, où c'est une petite famille qui est venue visiter le parc, les parents et leur petit garçon. Et lorsque le petit garçon est arrivé au pied du château, il voulait rentrer dans le château. Et puis mon grand-père qui l'accueillit, lui dit « non, écoute petit bonhomme, on ne peut pas rentrer, on est en plein travaux ». Donc là, les parents ont dit « oui, tu sais, c'est le château qu'on a vu sur les presses, il y a la Mérule, etc. » Bon, le petit garçon a fait son tour de parc, tout content quand même. Puis en rentrant chez lui, il a dit à ses parents « mais maman, moi je vais casser ma tirelire et puis je veux qu'on aide le château ». Vous vous rendez compte un petit peu? Un petit garçon de 5-6 ans. Alors, la mère a mis un petit mot quand même. Rassurez-vous, on n'a pas cassé la tirelire du garçon. C'est eux qui ont donné. Mais vous vous rendez compte, ça peut toucher vraiment toutes les générations. Et ça, c'est la magie de ces outils-là. Communication et investissement des personnes. Et alors là, ça me fait une transition toute trouvée par rapport à la considération de toutes ces personnes qui se fédèrent autour du projet. Si on peut venir sur une photo où on a juste une photo, entre guillemets, de famille, une photo de groupe dans un salon à la maison. Voilà. C'est tout simple, hein. Un sapin de Noël, du cidre chaud, on est en Normandie, on ne l'oublie pas, un petit verre de vin chaud pour les autres, et des petites choses à grignoter. Ça coûte rien, mais ça apporte tellement. Vous avez des gens qui passent du temps libre, qui donnent de leurs compétences, de leur énergie,
et de leur foi pour nous soutenir dans un projet. La moindre des choses, c'est de partager un petit moment avec eux. Et en plus, je dirais que ça ne coûte pas, bien sûr, matériellement, mais en plus, humainement, c'est extrêmement enrichissant. Parce que vous allez discuter avec eux, et puis ils vont vous dire pourquoi ils ont envie de se battre à vos côtés. Et ça va vous rappeler aussi pourquoi vous êtes lancé dans ce projet-là, et pourquoi vous avez envie de maintenir et de continuer à se battre. Et ça, vous voyez, petite photo juste anecdotique, hein. On est une quarantaine dans un salon où il fait froid, vous avez vu, on est tous agglutinés les uns contre les autres, avec des gilets, etc. Mais on n'a pas besoin de chaleur, on n'a pas besoin de plafond doré, on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'un verre de cidre chaud et de bons amis. Et ça, je pense que c'est un ciment qui est vraiment extrêmement indispensable, qui est vraiment à valoriser. Et du coup, on va peut-être pouvoir passer sur le dernier slide, qui va partir sur une idée un petit peu plus philosophique. L'importance de fédérer autour de son monument, l'importance d'inclure son monument dans le XXIe siècle, les outils que ça apporte. Il ne faut pas oublier que les monuments, ils ne nous ont pas attendus. Ils ont une destination première, c'est le vecteur humain. Voilà. Et c'est une jolie maison quand même. Bon. C'est un vecteur humain. Et voilà, sa destination première, c'est un vecteur humain. Et ces châteaux, ils ont passé plusieurs sociétés. Ils ont passé plein de différentes épreuves, ils ont passé plein de problèmes qui soient d'entretien, qui soient d'abandon. On l'a vu tout à l'heure avec le château de Mauss. Il y a plein de générations antérieures qui sont battues pour ça. Nous, on en a la charge aujourd'hui, par choix ou par héritage. Enfin, l'héritage peut être un choix aussi, hein, l'est tout à fait. Mais je pense que tous ces sacrifices financiers, de temps, etc., la contrepartie absolument magique qu'on peut avoir, c'est qu'on en a la libre disposition. Quand on a la chance d'être responsable d'un monument comme celui-ci, vous pouvez vous lever le matin avec un petit rayon de soleil qui tombe sur le parc. Vous pouvez faire un dîner le soir, éclairer la bougie avec la petite lumière qui réagit sur les moulures du salon. Et ça, c'est quand même des choses qui vous font oublier tout le reste. Non, enfin, j'imagine tous ceux qui sont dans cette salle-là, vous vivez ça. Et voilà, c'est une petite note positive, je pense, une petite note de bonne humeur qui est absolument indispensable, qui me fait plaisir à moi de vous la raconter, mais qui, je pense, est extrêmement importante que vous l'ayez tous conscience et que si on est là aussi aujourd'hui, tous autant qu'on est, c'est par un choix et c'est indispensable qu'on continue dans cette ligne-là. Jean, je te rends la parole. Merci Guillaume. Voilà, alors, nous quittons la Manche pour aller dans l'Isère avec une autre approche, un autre projet passionnant, comment intégrer une activité professionnelle dans un château familial. Je passe la parole à Olivier Finaz. Merci Jean. Pour être sincère et honnête avec toi, avec vous, j'ai hésité à venir témoigner pour dire quel était notre projet et comment on l'avait fait, parce que pour expliquer la genèse et pourquoi, on est obligé de passer par une phase délicate d'expliquer et de dévoiler ce qui se passe souvent dans l'intimité d'une famille. Et on est parti d'un schéma difficile, d'un schéma de transmission difficile entre générations. Ce sont des difficultés qu'il ne faut pas cacher, qui ont été le moteur du projet, qui ont expliqué pourquoi on s'est penché pour créer ce projet. Alors le schéma est difficile parce que quand vous héritez d'une indivision avec des frères et sœurs, avec des parents, avec des neveux et des nièces, c'est ingérable. Tout le monde veut profiter de la maison, personne ne veut payer. C'est cet élément, j'en témoigne parce que c'est cet élément qui a été à l'origine de se dire il faut qu'on pense autrement, il faut qu'on fasse autrement et il faut qu'on crée de nouvelles choses. Et donc voilà pourquoi je dis que c'est un exercice difficile et que j'ai été, parce qu'on n'est jamais très populaire dans sa famille quand on dévoile l'intimité des difficultés qui peuvent se passer dans des schémas familiaux et dans des propriétés de famille. Donc c'est parti de là, d'hériter d'une situation imposée, avec des parents qui vous disent que maintenant c'est vous qui allez tout payer, mais c'est eux qui vont continuer à tout décider. Et ça, on a dit non. On a dit non parce que ce n'est pas possible. On a dit si vous voulez tout décider et si vous voulez vous payer toujours, il n'y a pas de problème, c'est chez vous. Mais si maintenant c'est nous qui devons payer, c'est nous qui allons décider. C'est difficile à dire, mais il a fallu qu'on ait ce bras de fer et ce combat pour sortir par le haut et trouver un nouveau schéma. Donc j'en témoigne en respectant beaucoup mes parents, en respectant beaucoup ma famille. Mais voilà, c'est une réalité qui existe et c'est de là qu'est parti le schéma de construire un projet. Alors, passer après les confitures Petite Bonne Maman, les courses au trésor, les fléchettes et les courses en sac pour rentabiliser la propriété, ce qui n'est pas possible, on s'est penché sur les vraies questions qu'on pouvait se poser pour vraiment créer un schéma innovant. Et on a vite trouvé un consensus intéressant de dire qu'une activité professionnelle dans une demeure historique, en fait, c'était peut-être le schéma d'avoir le moins de nuisances possible. Parce qu'une activité professionnelle, elle existe du lundi au vendredi, elle n'est pas le soir, elle n'est pas le week-end et elle n'est pas au mois d'août. La maison pouvait continuer à vivre pour toute la famille le week-end,
pendant les vacances, à plein de moments, et c'est pour ça qu'on s'est orienté sur une activité professionnelle. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'on a beaucoup cherché avant d'y arriver. Puis j'avais la chance d'être un entrepreneur, un chef d'entreprise, et d'avoir une de mes sociétés qui était une société spécialisée dans du packaging de luxe. Et j'ai réussi à joindre la réflexion familiale et personnelle autour de cette propriété de famille et des objectifs professionnels qui ont coïncidé à un moment donné. Donc j'avais la chance de travailler dans ma société pour des grandes marques du luxe, des gens comme Givenchy, Dior, Guerlain, Dom Pérignon, Veuve Clicquot et compagnie. Et mes clients, depuis 2 ou 3 ans, me demandaient impérativement de leur trouver des lieux de production plus haut de gamme. Au début, je n'ai pas du tout pensé à la propriété de famille, je vous le dis. Et à force de trouver des unités de production que je leur faisais visiter, à chaque fois, ils me disaient « c'est pas aussi haut de gamme ». Alors j'ai cherché partout dans le monde, et puis à la fin, je me suis recentré en France, parce que je dis en France, on a quand même des usines qui sont haut de gamme. Même les usines haut de gamme en France, ils me disaient « c'est pas assez haut de gamme ». J'ai mis 1 an et demi à comprendre que ce qu'ils appelaient haut de gamme, c'était l'environnement. C'était pas le process industriel, c'était l'environnement. Et un jour, j'ai réalisé que l'environnement, on l'avait dans notre famille, on l'avait dans notre propriété familiale. Et il y avait un certain nombre de bâtiments qui n'étaient pas utilisés, parce que c'était des fermes, on y rangeait des tracteurs, on y rangeait des tondeuses, c'était une vieille étable, un vieux poulailler, ça servait à rien du tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai réussi à joindre ces 2 logiques, de la logique d'une famille qui cherche un projet et de la logique d'une société, même si c'était la mienne, qui avait besoin d'un environnement pour créer un univers particulier, notamment pour les marques de luxe pour qui on travaillait. Alors j'ai été prudent, j'ai quand même fait tout un projet, j'ai fait des images de synthèse, avant de faire des travaux et de me lancer inconsidérément dans une aventure pas possible. Je suis allé voir mon plus gros client qui était LVMH, je lui ai présenté les images du projet et ils m'ont dit c'est exactement ce qu'on cherche. Alors ça m'a conforté dans ma décision de lancer ce projet. Et on l'a lancé, on a fait beaucoup de travaux. Et la première vertu dont je voudrais témoigner, c'est que avoir un grand projet comme ça a permis de résoudre le premier problème qu'on avait, de mettre à plat les problèmes de fiscalité, de donation, de partage, de gestion, de décision, de fonctionnement de la propriété. S'il n'y avait pas eu ce projet qu'on a lancé, je pense qu'on en sera encore à discuter de savoir, entre les frères et sœurs, quand on passe 3 jours avec 2 enfants, si on paye le même prix que celui qui en a 5 et qui passe 15 jours au niveau du fioul qu'on met dans la chaudière. Voilà, c'est ça la réalité de ce qui se passait dans notre famille et dans cette propriété familiale. Donc, voilà, une fois que ce schéma a été lancé, je voudrais témoigner qu'il existe une formidable attractivité, un formidable avantage compétitif qu'ont nos propriétés, nos demeures historiques en France, dans notre beau pays, car il y a beaucoup d'activités professionnelles qui recherchent cet environnement unique pour écrire un peu le storytelling, l'histoire de d'où viennent ces produits, où ils sont pensés, comment ils ont été dessinés. Et on est au cœur du schéma en France de dire, voilà, la vieille pierre, c'est la tradition c'est l'artisanat c'est le savoir-faire c'est maintenant aussi la French Tech. Donc on a fait toute cette réflexion pour dire, créons dans cette propriété un atelier unique qui va rassembler différentes grandes forces de grandes valeurs. La première, ça a été de rénover le patrimoine. Voilà un premier vecteur très porteur. La seconde, dans l'activité qu'on avait, c'était de créer une activité multimatériaux qui allait travailler toutes les matières, le bois, le métal, le cuir, le textile, et d'y associer des artisans de notre région, de conjuguer, en plus de la rénovation du patrimoine, de faire participer des artisans de notre région à la fabrication de ces produits. Enfin, comme dans ce genre de projet, il faut beaucoup partir de ses traditions, beaucoup garder ses valeurs, il faut aussi se tourner vers l'avenir, et on a trouvé aussi des investissements de dire on va aussi fabriquer dans cet endroit des produits du futur, d'être très French Tech, de faire de l'innovation industrielle, et ça aussi, ça a été un schéma très porteur. Donc, on a rassemblé toutes ces données dans cet atelier qui est maintenant unique, parce qu'il est unique dans un environnement unique. Il permet d'y recevoir des clients du monde entier qui, en venant ici, se retrouvent au cœur de la France, au cœur du savoir-faire de l'origine France garantie. C'est ce message qui a été porteur, qui a séduit nos clients et qui nous suivent aujourd'hui dans cette démarche pour maintenant nous donner des commandes et nous donner du business pour faire vivre cet atelier. Enfin, quand on avait finalement conjugué toutes ces choses qui sont assez uniques dans cet environnement, la rénovation du patrimoine, le multimatériau, la French Tech, je me suis dit, il nous manque quelque chose. Il fallait chercher encore quelque chose de plus. Et je suis allé me dire, il faut aussi que dans ces maisons, on puisse faire du progrès social. Et je suis allé chercher
être porteur d'un schéma d'insertion professionnelle dans cet atelier de jeunes délinquants qui sortent d'établissements pénitentiaires pour mineurs, donc des jeunes de moins de 18 ans qui sont braqueurs de banque, qui font des vols à main armée, qui trafiquent le cannabis. Et on a dit, on va aussi tendre la main à cette population les plus démunies et on va en faire de l'insertion professionnelle dans cet atelier. Et voilà la composante qui a permis de réussir et aussi de rassembler un certain nombre d'aides financières de l'État. Parce que quand vous dites « je rénove du patrimoine », quand vous dites « je fais de la French Technology », quand vous dites « je vais faire du progrès social », quand vous dites tout ça, quand vous dites « en plus je vais créer de l'emploi », vous ne pouvez pas ne pas être aidé par les pouvoirs publics à tous les niveaux. Donc on est allé voir la région, le département, les communautés de communes, et on a pu rassembler plus de 350 000 € de subventions qui nous ont aidés à alléger les investissements qu'on faisait dans ce lieu. C'est de ça dont je veux témoigner, c'est de dire, je pense qu'il y a en France un formidable espoir de créer ou de localiser des activités professionnelles pour des activités qui ont un sens, de fédérer leurs images avec la pierre, avec la tradition, avec l'artisanat, avec le progrès social, avec toutes ces choses-là, et on a été beaucoup suivis dans ce schéma. Alors j'ai été, pour l'anecdote, touché parce que le premier jeune des banlieues qui est sorti de prison et qui est venu travailler chez nous, il est arrivé dans cet atelier, puis il a regardé partout, puis il a dit oh, bien tranquille. Oh. Il a dit mais putain, c'est la classe chez vous. Bon. Donc déjà aussi, voilà, même ces gens-là qui sortent des banlieues ont été touchés du beau, ont été touchés de l'environnement, ont été touchés de ce lieu qui est devenu magique et qui est inspirant pour une activité professionnelle, qui est inspirant aussi d'avoir trouvé un schéma qui a permis à la famille de sortir de la situation d'origine que j'ai mentionnée. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a, à l'exemple de ce qu'on a fait, je ne crois pas être plus malin qu'un autre, je ne crois pas être plus visionnaire qu'un autre. J'ai juste écouté des signes qui venaient de chez mes clients. Certes, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui venaient du monde de luxe, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité qui, je pense, peuvent être intéressés dès aujourd'hui et à terme par s'associer à être localisés dans des propriétés, dans des châteaux, dans des demeures historiques, parce que c'est un vecteur, c'est un formidable outil de communication pour eux, et ça permet d'écrire et de signifier d'où vient l'origine de leur activité. C'est ça qu'on a créé au château de Tournin, c'est ça dont je porte le message aujourd'hui, et j'espère que ce message sera porteur pour beaucoup d'autres qui pourront penser à de tels schémas dans des propriétés familiales. Merci. J'ai respecté mes 10 minutes. Tu es formidable, mais tu es quand même un peu visionnaire. Hein. Et n'aie crainte, ta sincérité a touché beaucoup de monde. Non. Béatrice, je crois, à toi. Nous remontons un peu sur la Bourgogne. Alors, les deux piliers de Régny, on les connaît déjà bien, il faut en reparler, mais il faut aussi que tu parles de cette idée dont je parle tout le temps, de l'hôtel incroyable dans le village. Voilà, je crois que ça, c'est une idée fabuleuse, donc si tu veux bien en parler beaucoup. Donc, je vais aller plus vite sur le reste ? Non, mais voilà, tu sais ce qu'on attend. D'accord. Donc, l'abbaye de Régny, c'est une abbaye cistercienne, comme il y en a beaucoup en France. Il y a 11 ans, donc on en a hérité des parents de Louis-Marie, et c'était un héritage pas préparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout eu de passation organisée, on n'avait pas de projet fait, et donc quand c'est arrivé, voilà, c'est pas trop loin de Paris heureusement, donc on passait nos semaines de Parisiens avec nos enfants et on venait passer le week-end à Régny. Puis au bout d'un an, on s'est rendu compte que c'était pas une maison de campagne. Quand sont arrivés en fin d'année là, les taxes foncières, les taxes d'habitation, on s'est dit c'est pas dans notre budget, il va falloir qu'on revoie les choses différemment. Et l'autre chose, donc c'est ce qui nous a fait développer une activité économique pour arriver à financer l'entretien, mais aussi les travaux qui se prévisager à l'horizon, c'est-à-dire refaire toutes les toitures. Et l'autre chose, c'est que mes beaux-parents vivaient dans cette abbaye, mais ils vivaient très seuls et on a toujours trouvé que c'était hyper dur. Et donc avec Louis-Marie, on a décidé qu'on ne serait pas seul dans l'abbaye et qu'on allait s'entourer. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de créer une association des amis.
qui nous ont soutenus physiquement, intellectuellement, dans les moments où on n'y croyait plus, ils étaient là. Les moments où pour eux ça a été difficile, nous du coup ça allait mieux, on était là. Et donc c'était un bon équilibre d'organisation. Donc là vous avez les photos qui défilent, donc ça fait 10 ans, donc c'est vrai qu'en 10 ans, il y a 10 ans on n'aurait jamais cru ça, mais en 10 ans finalement on a réussi à faire des choses. Et c'est assez, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments... tout à l'heure, il y avait des témoignages merveilleux de gens dans l'enthousiasme du début. C'est quelque chose de génial. Puis après, il y a des creux. Il y a des creux qui peuvent être assez profonds et on se décourage. Moi, j'ai repris mon travail à Paris au bout de 3 ans parce que j'y croyais plus, j'y arrivais pas. Donc voilà. Et après, dans le couple, c'est pas facile. Bon. Et puis, ça y est, on a réussi à financer les travaux avec la première activité, que la banque nous fasse un prêt, qu'on puisse, vous avez vu, refaire toutes les toitures. Donc ça a été un gros projet et développer donc une activité. On est un tout petit lieu touristique, c'est-à-dire qu'il reste quasiment rien de l'abbaye, mais il reste un magnifique réfectoire, qui est un endroit magnifique pour faire des réceptions. Donc on a commencé par faire des mariages. Et puis... Au bout de 6 ans, quand on a réussi à faire des travaux pour refaire toutes les toitures, on s'est dit on peut pas s'arrêter là parce que on avait fait un sol dans le réfectoire, mais il n'y avait pas de sanitaire correct, il n'y avait pas d'espace pour le traiteur, il n'y avait pas de chauffage. Les entreprises, on ne pouvait pas les faire venir et les mariages, c'est bien, mais c'est que les week-ends et globalement de mai à septembre. Et puis tout le reste de l'année, il fallait quand même vivre. Et voilà, donc on a refait des travaux, refait un sol, mis un chauffage au sol, aménagé un espace traiteur. Vous avez peut-être vu que c'est un bâtiment moderne, donc ça, grâce aux monuments historiques, à la DRAC, à toutes les relations qu'on a pu tisser par les relations qu'on avait avec l'association, enfin toute l'ouverture au public qui ne se fait pas forcément par des visites, mais aussi par, excusez-moi, toute l'animation culturelle que fait l'association. Donc, vous voyez, donc il reste le réfectoire, la salle à manger des moines. Donc, on a fait des banquets médiévaux avec toute une animation. On a fait un festival de musique. Il y a des week-ends jazz. Donc, les choses s'enchaînent. Il y a énormément de choses qui sont faites par l'association qui se donnent un mal de fou. On leur ouvre la maison. Vraiment, ils investissent la maison pour leurs activités, on les loge, on les nourrit, on partage tout ça. C'est des moments absolument merveilleux qui font qu'on se retrouve et on a une famille, en plus de notre petite famille à nous, on a une famille d'amis qui est un soutien merveilleux pour avancer et qui fait que au niveau local, les autorités, les préfets, les DRAC, ils voient que c'est un lieu qui est ouvert, même si ce n'est pas un lieu tellement de visites guidées, c'est un lieu qui est ouvert et ça nous a beaucoup aidé pour tous les travaux, tous les financements, énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un investissement en temps et en personnel fort, mais alors on a le retour sur investissement est au-delà de nos espérances, parce que c'est vrai qu'il y a un partage, il y a une richesse. Vous voyez, par exemple, pour les journées du patrimoine, on a, avec le temps, on a des amis qui ont apporté des amis, parce que ça commence comme ça. Au début, votre association d'amis, c'est vraiment les amis proches. Et puis, vous en avez d'autres qui vous voient à la télé, qui voient un article, c'est les amis des amis, c'est celui qui est intéressé par les cisterciens. Et on se retrouve avec une communauté de 300 personnes qui va, qui vient, des gens passionnés. Là, vous avez sur la petite photo en haut, le monsieur, c'est un chartiste, donc il vous lit tous ces petits manuscrits comme un roman policier d'Agatha Christie. C'est génial. Donc, ils font partager et ils nous aident pour découvrir l'histoire du monument. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour avancer sur le reste, donc je continue là-dessus et je partirai de l'hôtel après. L'implication de tous. Donc voilà, là, c'est des photos où on voit l'inauguration. Donc à la fin de nos travaux, on a fait une grande inauguration. Il y avait un petit concert, il y avait tout le monde. Et vous voyez sur la photo de gauche, on avait invité tous les ouvriers, il y avait les entreprises, mais il y avait aussi le préfet, il y avait le président du conseil général. Donc il y avait des gens de l'association, il y avait nos enfants, tout le monde était là. Et la photo du dessous, on avait demandé, il y a une artiste dans le village qui fait, vous voyez, qui est contorsionniste, et donc qui avait fait dans sa bulle des choses. C'était magnifique, c'était très féerique. Les enfants, on avait loué un château gonflable. Les enfants, ils adoraient. Voilà, il y a plein de choses qui se font
entre des opportunités, on rencontre quelqu'un qui fait ça crée une synergie et quelque chose qui n'est pas toujours prévu, pas toujours organisé. Et c'est là que j'ai peut-être passé à l'histoire de l'hôtel, c'est que, en fait, avec Louis-Marie, il y a des gens qui ont fait des études préliminaires, des business plans. On n'est pas tellement comme ça. Et donc, on se lance un peu à fond. Et puis, on voit comment ça réagit. Et puis après, voilà. D'avancer. Donc, par exemple, pourquoi on a fait des mariages ? Les parents de Louis-Marie étaient morts depuis 6 mois et quelqu'un vient nous voir en disant « Je veux me marier chez vous, il n'y a pas de belle salle dans Lyon. Là, c'est là. » Alors, il n'y avait rien. Vous voyez la photo de gauche, l'état, c'était du sol, c'était du gravier. En 6 mois, on n'habitait pas là, on a fait les travaux. Et puis, on a eu un mariage la première année, 10 l'année d'après. Et puis voilà. Et là en 2006 peut-être, 2000 ans, je vous dis des bêtises, 2010, la mairie nous appelle, parce qu'au bout d'un certain temps, ils se rendent compte quand même qu'on fait des choses, que ça bouge, qu'il y a des gens qui viennent, que ça développe un peu l'activité du village, que le boulanger, le boucher, le coiffeur... Il nous dit la maison de retraite va être déplacée, vous ne voulez pas racheter la maison de retraite pour faire quelque chose. Bon, nous, on était encore à fond dans les travaux, les investissements, les banques. On leur dit non, c'est pas possible. 3 ans après, ils reviennent vers nous en disant elle est toujours vide, là, elle est vraiment vide, c'est un vrai problème, vous voulez pas faire quelque chose. Coup de peau, on avait fini les travaux et donc on est reparti. Et donc cette maison de retraite, on l'a réaménagée en un grand gîte de 44 chambres. Parce qu'en fait, notre réfectoire, on peut avoir jusqu'à 400 personnes. On a aménagé des chambres d'hôtes, donc on en a 5, on peut avoir 14 personnes dans l'abbaye. On a 2 gîtes, on peut avoir encore 14 personnes. On est encore loin d'héberger 10% de nos invités. Et grâce à ça, et on est quand même, Lyon, c'est un territoire magnifique. Quand nos hôtes allemands arrivent, ils disent « c'est incroyable, il n'y a personne, c'est vraiment la campagne, c'est fou comme c'est pas peuplé. » Et c'est vrai qu'on est bien tranquille. Mais du coup, ça fait un peu peur à certaines personnes en disant oui, s'il faut faire 20 km pour trouver un hôtel, c'est pas terrible. Et donc, on s'est lancé. Mais alors là, ce projet-là, nous, on avait un peu épuisé tous nos financements, tout notre budget. Ça commençait à devenir difficile. Et donc, on a fait appel à nos amis en disant voilà, on a ce projet-là, ça nous semble hyper cohérent, ça va nous aider à développer l'activité, à faire que parce que c'est chouette de faire des travaux, c'est chouette d'investir, mais après il faut rembourser les emprunts, il faut gagner de l'argent. Et on s'est retrouvés, on est 10 copropriétaires qui ont fait ce projet, et c'est de nouveau un projet un peu collaboratif, parce que dedans, il y a un juriste, il y a une personne qui travaille dans un bureau d'études du bâtiment, enfin bon, il y a des compétences très diverses, qui font qu'on a en plus maintenant, à 1 kilomètre du village, ce gros hébergement qui nous permet d'héberger des gens pour les mariages, mais aussi maintenant on peut accueillir des séminaires. Parce que les entreprises, quand elles viennent travailler, alors pour mettre 300 personnes pour une journée, ça va, mais le périmètre d'intérêt est assez limité. Alors que quand vous pouvez héberger 130 personnes pendant plusieurs jours, là vous commencez à intéresser d'autres structures, d'autres personnes. Et alors c'est tout nouveau, on a ouvert au mois de juin, mais ça a l'air de bien se présenter. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai été... C'est quelque chose qui se lance. Alors c'est beaucoup de travail, parce qu'on en parlait avec d'autres personnes. C'est vrai qu'on n'embauche pour l'instant pas encore beaucoup de monde, mais c'est nous qui faisons toutes les variables d'ajustement à nous deux. Donc nos journées sont bien pleines. C'est pour ça que mon mari n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est des projets. Et là, on a le soutien, effectivement, ce que vous disiez, des autorités locales, parce que la perspective de création d'emplois, elle est là pour très bientôt. Plus la réutilisation du bâtiment. Plus ce bâtiment qui leur coûtait cher, dont ils n'avaient rien à faire. C'était horrible parce qu'il est à droite de la mairie, donc vous aviez la jolie mairie, et à droite un bâtiment qui petit à petit se dégradait franchement. Et c'était, voilà, pour l'esthétique du village, c'était vraiment moche. Bravo, Béatrice, merci. Alors après le projet de l'entreprise au sein du monument historique de famille, après les 2 piliers culturels et économiques, on va aller en Mayenne avec Julien Ostini qui va nous parler d'un projet, cette fois d'une fédération autour d'un projet très culturel, voire
essentiellement culturel. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'être là, merci de m'accueillir. Du coup, moi, ça va faire un petit peu tache d'huile parce que mon projet est vraiment un peu particulier. Au départ, je suis intermittent du spectacle, je suis petit-fils d'ouvrier et j'avais pas, à part ma passion pour l'histoire et les châteaux, l'occasion de fréquenter ce genre de lieu. Et au détour d'une recherche de déménagement et d'acheter une petite maison sans travaux en région nantaise, je suis tombé par hasard en Mayenne sur ce vieux château en ruine. Et avec mon épouse, on a complètement craqué. Château qui était complètement laissé à l'abandon. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que les propriétaires cherchaient à le vendre. Tout est en train de s'effondrer, les toitures, les murs, les douves. Enfin voilà, il est dans un état de délabrement assez avancé. Et en fait, il nous a permis de concrétiser et de se lancer dans un projet qui n'est qu'une utopie. Et moi, je suis là pour vous parler d'une utopie. Mais André Gide disait que l'utopie, c'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Et donc je vais consacrer ma vie à essayer de prouver que je ne suis pas juste en fou furieux, mais qu'on peut faire vivre la ruralité. Et moi je crois qu'en fait nos châteaux, ils sont là pour pallier un désinvestissement politique et un abandon des populations rurales. Moi je crois en la ruralité, je crois à la qualité de vie, je crois que nos châteaux sont toujours dans des domaines incroyables, dans une envie d'être dans du bio, dans de la proximité, dans le partager de nos écoles avec nos enfants, pas être enfermés dans des universités gigantesques, mais pouvoir côtoyer la nature et côtoyer nos voisins. Et donc nous, on a eu envie de créer un lieu de rencontre, et un lieu de partage, parce que notre région, la Mayenne, est magnifique, mais personne n'a envie de s'y installer pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a rien à y faire. Donc c'est absolument magnifique, mais si vous voulez avoir de la culture de qualité, malheureusement, dans notre pays, il vous reste Paris ou les mégapoles, autrement vous n'avez rien. Mon domaine à moi, c'est le domaine artistique, je suis metteur en scène, je fais des mises en scène d'opéra, donc en fait j'ai une passion dans la vie, c'est d'aimer les belles choses qui ont tendance à mourir, donc les vieux châteaux et l'opéra. Donc j'étais agacé d'entendre dire en permanence que l'opéra c'était un art dédié aux vieux pharmaciens et que ça pouvait pas intéresser le jeune public et qu'il fallait absolument être érudit pour pouvoir fréquenter un lieu culturel. Moi je crois au contraire que la culture c'est notre dernier bastion républicain, c'est le dernier endroit où on peut se rencontrer, c'est le dernier endroit où on peut partager des choses ensemble avec nos différents politiques et religieux, mais où au moins on peut partager une émotion et qu'on a besoin de créer au moins des espaces entre parenthèses et des espaces où on peut vivre ces passions-là. Donc on s'est lancé dans l'utopie de dire on va créer un lieu culturel dans un château en ruine au fin fond de la Mayenne. Donc évidemment, quand on est arrivé, nous ça fait 1 an et demi qu'on a acheté, on a commencé en mars. On s'est lancé dans un tout petit rythme, ça veut dire qu'on a fait une création théâtrale par mois, ce qui est autant qu'en théâtre national, avec uniquement des artistes bénévoles de mon réseau professionnel, qui sont tous des artistes qui jouent sur des scènes internationales, qui sont venus gracieusement soutenir le projet, participer. Yasmina Reza nous a donné exceptionnellement les droits de jouer art, donc on a essayé de présenter des pièces de qualité à un public qui au départ est un public rural et qui en fait n'a l'occasion de regarder que TF1 le soir. Donc moi, quand j'ai commencé ce projet-là et parlé du fait que je voulais faire de l'opéra accessible à tous, donc je suis allé voir mes différents interlocuteurs politiques et mes différentes personnes au département et à la région. Donc la réponse unanime a été de la musique classique pour des bouseux, pourquoi faire ? Voilà. Donc à partir de là, on a bien compris qu'on était tout seul. Donc on s'est lancé, et on s'est lancé dans l'idée folle de dire, on s'est installé nous en Mayenne, où la personne la plus proche qu'on puisse connaître est à 700 km. Donc nous sommes seuls en Mayenne, mon épouse et moi et nos 2 enfants. Donc on ne connaît absolument personne, il n'y a pas de famille, pas d'amis, rien. On est vraiment juste arrivé là par l'amour de ce château et l'idée de ce projet. Et donc on a commencé à faire des petits spectacles, les gens sont venus un peu par curiosité, plutôt pour voir les fous du village que par amour de la culture. Mais il se trouve que ça leur a plu, donc ils sont restés, ils sont revenus de plus en plus nombreux, et donc on commençait à avoir 200 ou 300 personnes qui venaient à nos représentations. On a lancé aussi des opérations apéro-opéra, ça veut dire que j'organise au château un apéro tous les mois, où pendant que vous prenez l'apéro, je vous fais découvrir l'opéra, et je vous raconte un petit peu des anecdotes, et j'essaie de ramener ça à quelque chose de vivant, parce que j'aime bien rappeler quand même que l'opéra, à l'époque de Verdi, le parterre était vide, il n'y avait pas de chaises, les gens venaient debout, le 90% du public qui était présent, c'était des paysans qui travaillaient 14 heures par jour dans les champs, et donc qui n'avaient aucune instruction musicale, mais qui venaient quand même, et qui étaient intéressés et captivés par ça, et donc là on essaie de faire la même chose, de briser un petit peu les barrières qu'il y a entre l'opéra, le château aussi, parce que moi j'ai découvert en achetant un château ce que ça voulait dire, donc me retrouver dans la file de la boulangerie et tout le monde qui s'écarte pour dire « Ah ben non, on va servir le châtelain d'abord ». Donc je leur ai dit « Non, non, c'est gentil, je vais attendre mon tour ».
Et du coup, on s'est lancé dans cette opération. Donc, on a fait les apéros opéra. On a commencé à 20. Aujourd'hui, on est 70. Le château n'étant toujours pas chauffé, on peut pas faire ça chez nous en hiver. Et donc, là, on le fait chez l'habitant. C'est les gens du village qui nous ont proposé de nous prêter leur salon pour que l'opération continue. Sur France Bleu Mayenne, la radio départementale, on a créé une 40aine de vignettes sur l'opéra. Raconte-moi l'opéra, de manière à diffuser 2 minutes 30 d'anecdotes et de musique classique sur les ondes mayennaises. Et on s'est lancé dans le projet Carmen. Carmen, qu'est-ce que c'est ? C'était l'idée de dire, je veux faire un opéra, comme je le ferais dans une maison d'opéra, en étant tout seul. Donc normalement, quand je travaille dans une maison d'opéra, on a des budgets très conséquents et on a des équipes de 300 personnes qui travaillent pendant 6 mois à la création des décors et des costumes. Là, j'étais et on s'est dit, il va falloir constituer l'orchestre, il va falloir constituer le chœur, il va falloir fabriquer les costumes. Donc on a démarré en fait en mai de cette année, pour juillet, en appelant des bénévoles à nous rejoindre pour monter le projet. Donc il y a 20 personnes qui sont venues, qui étaient très motivées. Je leur ai expliqué, alors que j'avais encore personne, que nous allions devoir loger 90 artistes. Moi, je peux à peine me loger dans le château, je suis dans une formule camping, ça veut dire que j'ai une cheminée qui fonctionne, j'ai une seule pièce d'eau, et le reste du château est à 4 degrés aujourd'hui. Donc je ne peux pas me permettre d'héberger qui que ce soit. Pourtant, j'avais 94 personnes pendant 10 jours qui allaient être présentes et qu'il allait falloir nourrir et loger. Donc on a réussi à créer un réseau de solidarité. On nous a prêté 94 maisons. Les habitants ont logé les artistes, les ont emmenés en répétition. On a créé des cuisines en extérieur. Alors le bon sens paysan étant toujours d'une puissance incroyable, j'ai vu le pouvoir des tracteurs à l'action, des barnums et compagnie et toutes ces ressources inimaginables qu'ils pouvaient avoir autour de chez moi. Et on a servi plus de 2600 repas chauds aux artistes pendant les répétitions. Donc on aperçoit la cantine dans la cour du château. Et on a monté un opéra en 10 jours, donc il a fallu recruter le chœur qui est venu de toute l'Europe, les musiciens aussi qui sont venus de toute l'Europe, et les artistes, chanteurs, eux, qui étaient en fait des professionnels qui sont sur les grandes chaînes lyriques et qui sont tous venus gracieusement pour pouvoir faire naître ce projet. Donc évidemment, les petites anecdotes, c'est que la veille de l'arrivée du chœur, de l'orchestre, il nous manquait encore tous les trombonistes et tous les cornistes, ce qui est un peu embêtant dans Carmen parce qu'il y a beaucoup de solos. Et que, à force de faire des milliers de téléphones avec des gens qui disaient je peux pas venir, moi chaque fois qu'on m'interrogeait, je disais si ils sont là, ils sont en retard, ils vont arriver demain matin, mais ils seront là pour la répétition d'orchestre. Et en fait, à force d'y croire, le dimanche matin était tombé du ciel 4 cornistes et 3 trombonistes que je n'avais jamais à qui je n'avais jamais appelé. Et en fait, tout le projet s'est fait comme ça en 10 jours. On a très peu dormi, je vous rassure, mais en tout cas, on a fédéré autour de nous ce projet artistique. Les artistes ont joué le jeu. Et sont venus se prêter à cet élan. Maintenant, nous restait à rencontrer le public. Donc, nous, en Mayenne, on a ce qu'on appelle Culture Mayenne, qui est l'organisme du département, qui est délégué pour la culture. Donc, quand on les avait consultés, ils nous avaient prédit maximum 300 personnes, parce que c'était ce qu'ils faisaient, eux, quand ils faisaient un festival de théâtre. Donc, on avait tablé sur 300 personnes. On a fait très peu de pubs parce qu'on n'a pas eu le temps, quasiment pas de réseaux sociaux parce que j'arrive pas à le faire en même temps. Comme ça, on selfie, mais autrement c'était trop court. Ça a été du bouche à oreille, et le bouche à oreille en fait nous a ramené 1600 personnes. Merci. 1600 personnes qui sont venues, les opéras de Saint-Étienne, l'opéra de Genève et l'opéra de Rennes qui ont contribué en fait en nous donnant du matériel technique, du matériel lumière, en nous prêtant des costumes qu'on a pu retravailler et refabriquer. Et donc en fait on a réussi à proposer à cette population pour 5 € une production qui aurait coûté 780 000 € si on avait dû la monter nous-mêmes. Donc c'est pas un petit capital qui a été mis à disposition par les artistes et par les bénévoles. Merci. Et donc on a même pu, et ça c'était vraiment la chose à laquelle on tenait le plus, intégrer les enfants du village. Donc évidemment on a pris des figurants dans les villages autour, mais on a surtout pris dans Carmen, il y a une maîtrise d'enfants, vous le savez bien, les petits soldats. Et donc c'est une maîtrise qui est extrêmement difficile à chanter. Et mon épouse, qui est autant tête brûlée que moi, a dit je vais prendre les enfants du village et puis je vais leur apprendre. Donc on leur a appris en 5 après-midi, alors qu'ils n'ont jamais fait de musique de leur vie. La maîtrise de Carmen, et ils l'ont joué en mise en scène, si bien que les professionnels qui étaient autour de nous étaient absolument bluffés de voir ces enfants, là vous les voyez, tous ces enfants du village, qui aujourd'hui encore, quand vous les croisez dans la cour de récréation, fredonnent du Carmen et nous demandent qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine comme opéra. Donc il y a vraiment une pression qui vient de la population.
Et donc aujourd'hui, voilà, l'utopie, c'est de continuer à grandir. On lance la programmation de l'année prochaine. On a déjà 300 abonnés. Maintenant, la difficulté, ce sera de se conforter aux normes et compagnie. Donc ça, je sais que vous savez tous de quoi je parle. Mais en tout cas, l'élan de la population, et le déracinement pour nous, qui au départ nous paraissait être un inconvénient, parce qu'on n'avait personne sur qui se reposer, a été une vraie force, parce qu'on a pu rencontrer les gens sans a priori d'histoire. Ça veut dire que dans les petits villages, vous savez bien ce que c'est, dans les villages de 150, 200 personnes, il y a toujours des histoires de famille pas croyables. Et en fait, nous, on n'était pas au courant. Donc quand le bénévole pour la cuisine arrivait, on le mettait à la cuisine, et puis on ne savait pas qu'à côté de lui, on avait mis quelqu'un avec qui il ne se parlait plus depuis 20 ans. Et en fait, il y a eu un deuxième effet à l'opération Carmen, c'est que des villages qui ne se parlaient plus et des familles qui ne se parlaient plus se sont remis à faire des choses ensemble. Et donc aujourd'hui, quand les gens viennent, ils viennent autant pour la qualité du spectacle que pour le plaisir d'être à Linières et pour le plaisir de faire des amitiés et de faire des rencontres. Et donc on a aujourd'hui tout un réseau d'amis Linières qui sont des gens qui se sont redécouverts et rencontrés autour de l'art, et ce qui pour nous était le plus important. Donc c'est absolument une utopie qu'on essaye de réaliser petit à petit. L'année prochaine, comme on aime les petits défis, dans la cour du château, on montrera Aïda. Donc je suis très content parce qu'aujourd'hui, on l'a entendu déjà pas mal de fois, c'est la musique qui passe pendant qu'on change de chaise. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, je crois que nos monuments, ils peuvent être fédérateurs aussi, et ils peuvent rappeler au pouvoir public que nous, on est là, on n'a pas la possibilité de délocaliser. Il serait temps d'investir dans les gens qui ne peuvent pas délocaliser que dans de l'éphémère, et que effectivement, chaque château et chaque expérience peut enrichir l'autre et renforcer un maillage territorial qui peut vraiment apporter des solutions très importantes pour notre ruralité et notre développement. Et c'est vrai que là, au château de Linières, en tout cas, on est ravis de réussir cette expérience et de pouvoir servir de laboratoire culturel. Voilà, merci. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, avec nos baraques, on a des moments parfois de découragement, on trouve parfois que c'est ingrat, mais il y a aussi des grands moments de bonheur, d'admiration et de fierté. Cet après-midi, il fait partie de ces moments entre la table ronde sur les réseaux et celle de nos 5 témoins fédérateurs de projets. Moi, je dis chapeau et bravo. Alors, peut-être y a-t-il quelques questions, puisque une fois n'est pas coutume, nous avons rattrapé un peu notre retard, enfin nous n'avons plus de retard. Je vais en profiter pendant que vous préparez vos questions pour vous dire, sans donner les détails, parce que honnêtement c'est assez fastidieux, ça sera rendu public sur le site internet de la demeure historique, mais vous remercier puisque l'ensemble des administrateurs qui se présentaient à vos suffrages ont été élus et que l'ensemble des résolutions qui vous ont été proposées ont été approuvées. Alors il y a un certain nombre sur certains sujets, quelques petits noms, quelques petites abstentions, quelques petits blancs, mais ça montre qu'il y a une certaine vitalité. Alors une ou deux petites questions, et après, si ça vous va, mais vraiment sur les projets. Oui, les questions d'éoliennes, c'est fini. J'ai une question très simple. Je voulais savoir sous quelle structure ces 5 jeunes avaient créé leur mouvement pour sauver les châteaux. Associatif, société ou comment Les 5 jeunes. Alors les 5 jeunes, qui veut commencer? Moi, je suis en forme associative. Voilà, je suis en forme associative et je ne suis pas présent dans l'association. Très bien. Parce que vous êtes propriétaire. Alors moi, j'ai le monument, j'en suis propriétaire, et j'ai une société qui exploite le monument, et en plus une association aussi locale dont je ne vous ai pas parlé, mais qui génère beaucoup de joie, d'amitié et de projets autour. Voilà. Oui, du coup. Merci. Olivier. Ça n'a pas un grand intérêt. Il y a d'un côté des SCI patrimoniales et foncières pour exploiter l'immobilier, et de l'autre côté, côté société, des sociétés qui ont des propres structures juridiques pour exploiter l'exploitation des métiers. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Merci. Alors nous, l'abbaye étant en nom propre, il y a toute l'exploitation est gérée par une SAS, et il y a une association de bénévoles dont on n'est pas membre. Oui, bien sûr.
à peu près le même écho, c'est-à-dire que c'est une SCI familiale, donc je suis propriétaire avec ma mère, et puis une SARL qui gère toute l'exploitation du domaine, donc salle de réception, visite du parc, différentes valorisations économiques, et l'association, j'y suis adhérent, mais je ne fais pas partie du bureau pour toujours éviter les conflits d'intérêts. Et on avait évoqué le point tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, quand on fédère beaucoup de monde, il y a aussi, par moment, il peut y avoir des mauvaises intentions. Il faut absolument agir de façon à ne pas donner manière à avoir à tendre un bâton pour se faire battre. Donc toujours être bien clair dans l'articulation des différentes structures. Voilà, je vous remercie. Alors, une dernière question. Madame, oui. Oui. Allez-y, parlez, ça va se mettre en route. Est-ce que la régie peut mettre le son pour le micro volant? Ah, alors le micro est HS, voilà. Non, mais j'ai entendu la question. La question, c'est sur le financement de notre projet. Donc, je vais essayer de départ. En fait, j'ai coupé, enfin, j'ai réparti, j'ai fait racheter le bâtiment qui était la ferme où on a fait l'exploitation de l'atelier, qui a été acheté par ma société. Et donc, la SCI familiale a encaissé l'argent de la vente, ce qui lui a permis d'avoir un fonds financier pour faire face à l'exploitation du reste du domaine. Ça a été un des intérêts du projet, c'était de trouver une rentrée financière pour permettre au côté famille de ne pas avoir à sortir un centime de sa poche que personne ne voulait payer. Donc il fallait trouver une solution. Donc j'ai fait vendre le bâtiment à ma société, qu'il a acheté, ça fait une rentrée d'argent pour la SCI familiale, et côté société, puisqu'il l'avait acheté, il en était propriétaire, j'ai fait un apport de fonds propres dans ma société, j'ai fait des financements bancaires traditionnels qui s'adossent sur la garantie du bien immobilier, puisqu'il est en propriété du côté de la société. Donc là, on investit 3 millions d'euros pour faire tout le projet côté société, avec 1 million d'euros de fonds propres amenés par nous, et 2 millions d'apports financiers, et 350 000 euros de subventions de tous les strates de l'État, régions, départements, communautés de communes. Voilà comment a été financé le projet. Donc c'était plus un financement qui était apporté par ma société sur le bâtiment, et la famille, ça n'a rien coûté. Elle a même encaissé de l'argent d'une vente d'un bâtiment qui ne servait à rien. J'ai juste signé un accord avec ma famille en disant, quid, si demain je vends ma société à une tierce personne, ma famille se retrouvera avec un voisin exploitant du bâtiment et qui peut en faire quoi, une boîte de nuit, n'importe quoi. Donc j'ai signé un accord avec ma famille de dire que si je vendais ma société, un jour, serait déduit de la vente la partie foncière qui reviendrait à la famille. Donc je peux vendre ma société, mon exploitation et toute mon activité, hors le bâtiment et hors le foncier qui reviendrait dans la SCI familiale. Bon, merci. Madame, si ce n'est pas urgent, on va respecter notre horaire. Je vous demande, merci encore à nos 5 intervenants formidables, les précédents aussi. Je vous demande simplement d'avoir la gentillesse de rester assis pour ne pas retarder notre ami Stéphane Bern qui a un emploi du temps serré. Alors je vous propose, nous restons assis, Stéphane et moi nous installons ici, nous échangeons et comme ça il y aura un temps pour vos questions qui sont sûrement extrêmement pertinentes.